Madame, monsieur, bonjour. Comme chaque samedi midi ou dimanche midi, le dimanche c'est la rediffusion, c'est l'heure de Imagine l'actu sur les 96.2 et 105.6 de Radio Imagine. J'ai cru comprendre que vous étiez de plus en plus nombreux, surtout pour entendre la voix de Frédéric Dispan, sans qui cette émission serait un triste monologue. Bonjour Frédéric. Ah, Serge, vous introduisez par la flatterie. Qu'est-ce que j'apprécie. Bonjour Serge, comment allez-vous? Est-ce que vous avez déjà déjeuné? Oui, non, je déjeune juste après l'émission. C'est à l'EHPAD qu'on mange avant midi, mais moi je mange après. Je sais plus, j'ai l'impression que cette émission devient une espèce de aujourd'hui madame. Mais bon, les plus jeunes ne comprennent pas ce que je dis, c'était une émission de télévision des années 60. Vous nous parlez d'un temps que les moins de 20 ans. Les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est un réel plaisir d'accueillir une nouvelle représentante marquante de l'imagination, de l'activité et de l'implication de nos femmes. Excusez-moi de le dire comme ça. Je suis très ému de recevoir Marie Osier-Lafontaine. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Voilà. Bonjour Marie, ravie de t'accueillir. Encore une femme positive. Encore une femme brillante. Positive. Parce Merci, que, merci. madame, monsieur, si vous découvrez cette émission, c'est une émission positive, loin des buzz et des cancans. Mais je le dirai à chaque fois, ça qui pas content, etc. Notre coup d'œil sur l'actualité. Pour commencer, Frédéric s'est rendu pour vous jeudi à une rencontre du MEDEF. Oui, donc une très belle rencontre du MEDEF. Selon le préfet, le protocole d'accord signé ne tombe pas. Protocole d'accord signé, vous le savez, relativement à la vie chère, il ne tombe pas avec la motion de censure et vaut pour l'avenir le temps qu'un nouveau gouvernement s'instaure. Alors selon Madame Rodap, qui est la présidente du MEDEF et organisatrice de ce bel événement, très fédérateur, il en faudrait davantage. Les 3 critères du protocole sont la péréquation, la TVA et la continuité territoriale. Quand je dis qu'il en faudrait davantage, c'est qu'il faudrait davantage de continuité territoriale. Et le concept de continuité territoriale, vous le connaissez, concerne les politiques publiques qui visent à réduire les inégalités entre le territoire d'outre-mer, comme la Martinique, et la France hexagonale. Cela inclut les aides au transport, au développement économique et à l'accès aux services publics. Ce jeudi, le préfet de Martinique a indiqué ne pas prendre en compte la continuité territoriale pour la Martinique et pour la Caraïbe en général, ce concept ne s'appliquerait pas puisqu'à l'inverse de la Corse, pour laquelle la continuité territoriale s'applique et qui est méditerranéenne, nous le savons, la Martinique ne peut s'interdire de commercer avec les États caribéens alentours, bien qu'elle garde des relations privilégiées avec l'Hexagone. Madame la sénatrice Catherine Conconne ainsi que l'ensemble des politiques présents n'ont pas abondé dans ce sens, Madame Conconne l'affirmant avec diplomatie et devant Monsieur le Préfet. En effet, la sénatrice a participé activement, nous le savons, à des missions d'évaluation sur le terrain, notamment en Guadeloupe et en Guyane, pour recueillir les données et les témoignages sur des défis liés à la continuité territoriale. Alors, quid de la continuité territoriale ? La question est posée, on aura des réponses. Je pense qu'au mois de janvier, on aura certainement Madame Rodap, la présidente du MEDEF. Marie, ça vous inspire quoi, cette histoire de continuité territoriale, et puis comment vous avez vécu tout ce que nous vivons? Eh bien, je pense un petit peu comme toutes les Martiniquaises et les Martiniquais, difficilement, parce que ça a été une période effectivement compliquée à la rentrée. Je pense qu'on est tous et toutes d'accord pour dire que la vie est trop chère en Martinique et qu'il y a des solutions à trouver. Je pense que la continuité territoriale en fait partie et que le fait que ce soit dans le bassin caribéen ne doit pas nous empêcher d'avoir cette continuité territoriale dans la mesure où nous sommes un département français. Ça, c'est mon avis sur la question. Et comment j'ai vécu la période. Moi, je suis entrepreneur, donc forcément, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est une période qui est difficile, une période d'incertitude. Après, être entrepreneur, c'est aussi apprendre à naviguer dans l'incertitude. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, les vagues sont un petit peu plus fortes qu'il y a quelques mois. Mais on n'a pas tellement le choix. Il faut arriver à naviguer, à ajuster ses voiles et donc à viser un cap 2025 qui soit plus positif. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se battent pour ça aussi en Martinique. C'est noté. Alors, 20 000 mètres carrés supplémentaires avec une surface multipliée par 3, 6 ans de travaux. La première pierre avait été posée en 2018 par Emmanuel Macron himself. L'aéroport Aimé Césaire a inauguré son extension cette semaine. Pourquoi agrandir, direz-vous ? Parce que déjà, l'Europe veille et donc il a fallu adapter les normes de sécurité. Depuis 1995, au départ et à l'arrivée, l'espace s'est révélé insuffisant pour l'accueil des passagers
et le contrôle des bagages se sentait de plus en plus à l'étroit eu égard aux affluences. Il fallait donc pour les 2 millions de passagers attendus, comme en 2019, même si le président du conseil exécutif parle de 3 millions, mais un espace de tri plus important, de nouvelles salles d'embarquement et un filtrage optimisé. Le tout dans l'optique d'une plus grande fluidité et d'un service de qualité. On peut dire rouleau bravo, mais un rapport de la Cour des comptes du mois d'avril 2024 de 91 pages, voyez comme vous me faites travailler, pointait un manque de vigilance dans la conduite du projet, une faiblesse du pilotage financier et des échanges avec l'État ne respectant pas certaines procédures. On ne va pas entrer dans les détails. Et à la sortie, 3 ans de retard pour une livraison en 2023, avec un dépassement de 79%, c'est un chiffre qui tourne autour de 110 millions d'euros, entraînant des reports d'investissement, par exemple, sur les aires et les pistes de l'ordre de 11 millions qui devaient être investis, qui ne l'ont pas été. La Cour des comptes a formulé des recommandations, 6 au total, pour maîtriser les finances à long terme et pour, je cite, ouvrez les guillemets, pour anticiper les incidences comptables de la fin de la concession en 2049. Juste pour info, c'est la SAMAC qui organise tout ça. On sait quoi la SAMAC? C'est la Société Aéroport Martinique Aimé Césaire qui gère. La SAMAC, c'est 60% l'État, 25% la CCIM, 10% la CTM, donc la collectivité, 4% la ville du Lamentin, et le dernier pourcent, c'est la ville de Ducos. Mais en tout cas, bravo pour l'extension, Marie. Ça fait du bien si on a plus de visiteurs par l'aéroport. Oui, tout à fait. C'était, comme vous l'avez bien dit, essentiel à l'attractivité de notre territoire. Surtout qu'on va avoir plusieurs compagnies aériennes, donc de nouvelles compagnies aériennes qui arrivent. Donc il faut pouvoir accueillir tous ces passagers et puis que nous, Martiniquais, Martiniquaises, puissions aussi avoir un aéroport adapté à nos déplacements. Donc c'est une bonne chose, bien évidemment. Puis avec beaucoup d'espace, si j'ai bien compris, de restauration, de commerce. Donc là aussi, ça met en avant notre économie et ça permet de développer... Et notre dynamisme. Et notre dynamisme, tout à fait. Ça va peut-être devenir un nouveau centre-ville, hein? Qui sait? Elle revient toujours au centre-ville. Bon. Elle va nous revenir avec son deuxième sujet de la semaine, un sujet plutôt inattendu. Elle anticipe une démission d'Emmanuel Macron. Je ne sais plus si c'est Frédéric Dispan ou si c'est Mme Soleil. Mais... Non, je n'anticipe pas du tout. Je parle du contexte de la crise politique. Serge, ne me taquine pas. De la dissolution récente de l'Assemblée nationale qui a entraîné une paralysie institutionnelle et qui a exacerbé les divisions politique. Alors, bien sûr que oui, la motion de censure, la première idée, c'était bien évidemment la démission du président. Et finalement, ce scénario, alors, tous les scénarios auxquels on peut s'attendre ne se produisent pas, décidément. Emmanuel Macron est confronté à une opposition fragmentée et à une légitimité contestée. Il doit nommer un nouveau Premier ministre pour tenter de restaurer la stabilité. Alors, j'aimerais bien l'aborder sous l'angle de la gauche. Olivier Faure, qui est donc premier secrétaire du PS, plaide pour la nomination d'un Premier ministre issu de la gauche, bien évidemment, en insistant sur un programme de compromis et de changement pour répondre aux attentes des Français. Il propose un accord de non-censure en échange de concessions politiques majeures afin d'éviter le recours systématique au 49.3 et de garantir un fonctionnement stable du gouvernement. LFI, qui est mené par Jean-Luc Mélenchon, refuse quant à lui de s'engager dans un compromis avec l'exécutif et milite pour une démission d'Emmanuel Macron pure et simple, considérée comme la source principale de la crise. Cette stratégie, bien évidemment radicale, crée des tensions au sein du nouveau Front populaire, menaçant l'unité de l'alliance de gauche. Alors, on parle du nom, enfin, on évoque le nom de François Bayrou, qui circule comme potentiel candidat. On n'est plus très sûr. Les socialistes, en tout cas, semblent privilégier une approche pragmatique, négocier avec l'exécutif pour obtenir des avancées sur les réformes sociales et économiques en évitant la crise. Donc, le pronostic. Je pense que la décision du président, relative à son nouveau Premier ministre sera déterminante pour l'avenir, pour l'évolution non seulement de la coalition gouvernementale, mais son influence sur les chambres législatives. Et je crois véritablement que nous sommes face à un Netflix qui ne saurait s'arrêter, une série Netflix qui ne saurait s'arrêter. Moi, j'adore Netflix. Marie? Alors, je ne suis pas fan du coup de cette série Netflix, en toute honnêteté. Il y en a de meilleurs. Oui, il y en a de bien meilleurs, oui, y compris sur la politique d'ailleurs. Oui. Alors, il y a Bergen. Bergen, exactement. C'est une pure merveille. Super série. J'adorais cette série. Vas-y. Alors, démission, pas démission, c'est ça la question ?
Oui, c'est ça. Oui. Je suis vraiment quasiment convaincue à 99%, on va dire que Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Il va s'accrocher le plus longtemps possible au pouvoir. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas l'espérer. Après, moi, j'attends effectivement avec impatience de savoir quel Premier ministre va être nommé, parce que ça va déterminer, comme tu l'as dit Frédéric, la suite des événements. On a vu ce que ça a donné avec l'ex-Premier ministre. Donc il détient l'avenir, on va dire, en tout cas 2025, entre ses mains. J'espère qu'il fera un bon choix. Bayrou, bon, je ne suis pas persuadée fondamentalement que ce soit le bon. Dans l'idée, j'aurais suggéré à Emmanuel Macron de suivre les urnes, en fait, puisqu'il a dissous l'Assemblée nationale, et ça me semblerait finalement le plus logique et le plus démocratique. C'est-à-dire qu'on vote pour le Premier ministre. Qu'est-ce que tu veux dire de suivre les urnes? Ah ben non, mais c'est comme ça, la Ve République. Ah oui, bien sûr. Oui, mais un Premier ministre voilà, qui une réforme de cette fameuse représenterait Ve République, et que c'est tout à fait vrai que le Premier ministre soit élu tout à fait non, par c'est autre chose, mais de toute par le façon, suffrage direct. Dans la Constitution de 1958, celui qui dirige le groupe qui gagne à l'Assemblée est proposé comme Premier ministre. Ça a été le cas de Chirac, ça a été le cas de Jospin. Notre président en a fait fi. Ouais. C'est ça, il a fait fi de beaucoup de choses. Voilà, vous m'avez empêché de dire, comme Giscard d'Estaing, je souhaite à M. Macron, bon choix madame, bon choix mademoiselle, bon choix monsieur. Donc, restons dans les arcanes du pouvoir pour notre dernière actu de la semaine et plus particulièrement à l'Assemblée nationale. Bon, puisque vous en parlez, la démission du gouvernement a laissé en suspens l'examen au Parlement du projet de budget 2025. Nous en avons parlé la semaine dernière. Il est prévu un projet de loi spéciale pour assurer la continuité de l'État. Non, ils n'ont pas inventé ça cette semaine. C'est l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances. C'est un texte très simple, hyper excellent des textes. Il y a 3 articles qui sera présenté ce lundi, donc lundi 16. Lundi 16. L'article 1 autorise le gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote du prochain budget. On va dire, ah ouais, ils ont encore inventé. Non, ça a déjà été fait. En 1979, le Conseil constitutionnel avait invalidé le budget de M. Raymond Barre et on avait dû faire une loi spéciale et donc les impôts avaient été prélevés malgré tout. Les articles 2 et 3 doivent permettre à l'État et à la sécurité sociale. Il ne faut pas oublier que c'est le budget de la sécurité sociale qui a fait renverser le gouvernement Barnier, de leur permettre d'emprunter sur les marchés financiers. Bon, on ne va pas rentrer dans les arcanes financières, mais bon, pour payer les fonctionnaires, pour payer les assurances sociales, pour payer tout ce que la CAF et la sécurité sociale payent, il faut qu'ils aillent chercher l'argent sur les marchés financiers. Et par ailleurs, cette loi prévoira des dépenses de l'État au même niveau que celles de 2024. Je l'avais expliqué la semaine dernière. Donc, dès lundi 16 à l'Assemblée, mercredi, navette, ça va au Sénat. A priori, tout le monde devrait voter, donc il n'y aura même pas à ajuster le texte. Ce sera le même texte qui sera adopté. C'est ce qu'on appelle la continuité budgétaire, simplement. Bien sûr, je sais, ça ne résoudra pas l'augmentation mécanique des impôts, ça ne résoudra pas les mesures pour les agriculteurs qui vont remettre du beans sur les routes. Et en plus... Des briques, tu veux dire? Ça ne résoudra pas les problèmes, les mesures de vie chère chez nous. C'est très technique, Marie. J'ai tenu à en parler, mais c'est très technique. Nous sommes en queue de carrosse. Hein. Oui, c'est très technique, mais ça veut surtout dire un statu quo. Et c'est ça qui est embêtant, finalement. C'est qu'il n'y a rien qui avance. Donc, depuis cette dissolution, comme tu le disais tout à l'heure, on a cette série Netflix. Et là, on a un statu quo qui s'annonce et qui est mauvais, en fait, pour absolument tous les Français. Et bien sûr, pour nous aussi, Martiniquaises, Martiniquais, puisqu'on était dans un processus difficile, en plus, de baisse de la vie chère. Donc ça n'arrange pas nos affaires, clairement. Mais à culpa, je fais mon acte de contrition. La semaine dernière, j'avais dit que ma retraite allait augmenter de 1,8% au 1er janvier. Ce n'est pas vrai. Alors ? C'est 2,2%. C'est mieux. Et toutes les retraites vont augmenter de 2,2%. Donc au moins pour nous les retraités, tant mieux si Barnier s'est fait éjecter. Voilà, fin de cette première partie. Bravo. Dans la seconde partie de l'émission, alors ça commence, on va faire un peu plus connaissance avec notre invité. Là, je vais la laisser à Frédéric, mais toujours à la recherche de Martiniquais et de Martiniquaises. Vous êtes nombreux, positifs et positives. Le nom de notre invité, ça n'a pas fait débat, il m'a dit. Alors, Marie aussi Lafontaine, tu es qui? Juste pour moi. Alors, je dis un mot. Consultante indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire?
Comme consultante indépendante, ça veut dire une femme qui travaille. Une femme qui travaille. Les femmes travaillent. Oui, alors c'est consultante, storytelleuse, conférencière. Marie, son objectif, c'est aider les femmes à vivre la vie qu'elles méritent parce qu'elles le valent bien, voire très bien. C'est à savoir visualiser pour une femme son changement et mettre son service au talent de sa vision et de libérer son pouvoir. Alors tout cela a l'air un petit peu on va dire stratégique et conceptuel, sauf que c'est très concret parce que Marie, c'est une coach de l'esprit, si vous voulez. Elle a des objectifs d'accompagnement et elle les mesure. Le dépassement du sentiment d'imposture, en finir avec l'attitude de procrastinatrice, je vais y arriver, l'alignement avec les aspirations et le travail et la vie selon les valeurs. Il y a d'autres objectifs, mais en tout cas, tout cela est tout à fait mesurable et qualifiable pour Marie. Et j'ai hâte en fait de pouvoir être une des femmes qu'elle coach. La présentation, elle est correcte? Oui, elle est tout à fait correcte. Même s'il y a des mots que je ne comprends pas, hein, par exemple, hypersensible. Storytelleuse. Ça veut dire. Mais bon, c'est le fait de raconter des histoires, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est un concept au départ marketing, donc on le dit en anglais. Mais c'est le fait de raconter des histoires. Donc moi, j'ai commencé comme ça, à raconter des histoires. C'est ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune, parce que je voulais être journaliste au départ. Donc je voulais raconter des histoires, je voulais voyager, je voulais prendre des photos de pays et de cultures que je ne connaissais pas. C'était le rêve de départ. Et finalement, dans ma carrière, j'ai gardé l'écrit et j'ai gardé cette envie, ce besoin de raconter des histoires, notamment celle des femmes. Donc voilà ce que veut dire storytelleuse. Dis-moi, journaliste, mais tu l'es journaliste un peu. Tu as été rédactrice, on va commencer, tu as été rédactrice de En Forme. Oui. Ça n'existe plus? Alors, En Forme n'existe plus. Je pense que tout le monde connaît En Forme, hein, parce que même moi, je sais ce que c'est. Oui. Hein. C'est un magazine santé. Le magazine santé, très connu en Martinique, et qui n'existe plus, mais qui va renaître sous une autre forme. Mais donc, il va continuer sous un autre nom. Donc oui, j'ai écrit beaucoup pour En Forme et pour le groupe EWAG aussi depuis 9 ans maintenant. Et j'ai eu la chance l'année dernière, non, cette année, c'était en 2024. Je me suis déjà projetée en 2025, donc en 2024, de prendre la rédaction en chef d'un hors-série qui s'appelle Portrait de femme Martinique. Et c'était vraiment une belle aventure. On va en parler en détail, Oui. On peut attaquer d'ailleurs sur les portraits de femmes. Alors oui, moi je veux bien parler, je voudrais parler d'un cas concret avec Marie, qui est un cas qui a retenu toute mon attention. Jenny, qui était tatoueuse. Oui. J'aimerais bien en parler. Donc Jenny, elle était tatoueuse dans un salon reconnu du centre-ville de Fort-de-France. Excuse-moi Serge, hein, j'y reviens, c'est pas de ma faute. Hein. Je suis bien dans mon champ de Cannes. Voilà, chacun son champ. Et donc elle a fait appel à Marie concernant son programme OSLA, et elles ont réalisé ensemble des séances de visualisation. Alors j'ai pas envie de trop rentrer dans le détail. Si, moi ça m'intéresse de savoir c'est quoi cette méthode. Mais voilà, mais je laisse Marie expliquer. Est-ce que je vais dans le bon sens, Marie? Oui, tout à fait. Effectivement, l'exemple de Jenny est un bon exemple, dans Jenny Méran qui est tatoueuse. Et quand on s'est rencontrés avec Jenny, donc tout à fait, elle était déjà tatoueuse, donc dans un centre de tatouage à Fort-de-France, et elle avait plein de projets. Et on parlait de procrastination, il y a aussi l'éparpillement, donc elle s'éparpillait avec pas mal de projets, beaucoup d'idées. Elle avait une formation en dermoréparation qu'elle n'utilisait pas, donc la dermoréparation, c'est le fait de pouvoir, grâce à la technique du tatouage, couvrir des cicatrices, comme quand on a subi des brûlures, des grosses cicatrices post-opératoires, notamment suite à des mastectomies, quand on a eu un cancer du sein. Donc elle intervenait aussi là-dessus, mais pas le temps, etc. Donc beaucoup de projets en tête. Donc nous faisons ce qui est un des points de départ de ma méthode, cette séance de visualisation. La visualisation, en quoi ça consiste? Je mets en fait mes clientes dans un état méditatif, donc il n'y a pas d'hypnose du tout, hein. Je n'ai pas cette expertise-là, mais par contre dans un état simplement méditatif qui leur permet de se projeter de manière complètement détachée de l'environnement dans lequel elles se trouvent, de se projeter dans un avenir et d'établir justement ce qu'elles y voient dans cet avenir. Donc elles décrivent ce qu'elles y voient, et quand Jenny donc fait cette visualisation, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un autre centre de tatouage que celui dans lequel elle travaille actuellement, et elle me le décrit
point par point, très clair, épuré, des plantes, la nature. Je vois plusieurs pièces, je vois d'autres femmes qui travaillent avec moi, etc. Donc elle voit tout ça. Elle fait son voyage en fait dans le temps parce que dans la visualisation, il y a cette idée de je vois quelque chose qui est idéal et qui me conviendrait idéalement dans la vie. Et il se trouve du coup, aujourd'hui, vous pouvez aller vous rendre du coup au centre de tatouage Ancora de Jenny. C'est exactement ce qu'elle a visualisé. Incroyable. Donc, avec les fameux murs blancs, les plantes, la nature pas loin, etc. Elle a des apprentis, donc des jeunes femmes qu'elle forme et qui travaillent avec elle, qui tatouent avec elle. Et puis, elle a pu développer vraiment son activité de dermoréparation. Donc, c'est vrai que c'est la première étape, cette visualisation qui permet de se projeter dans l'avenir sans s'encombrer de ce qu'on vit aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup de choses sur les épaules. En tant que femme, on a aussi notre charge mentale. On a 80% des tâches domestiques à notre charge, je le rappelle quand même. Donc, on a notre métier, on a notre travail, etc. Mais on a quand même des rêves qui sont là, puis qui parfois sont enfouis. Donc, il y a cette visualisation qui permet de se reconnecter à ses projets et à ses rêves. Et puis, on travaille du coup par la suite sur tout ce qui est talent, valeurs, compétences, etc. Tous ces trésors parfois cachés parce qu'on traverse une vie professionnelle avec des compétences qu'on développe, des compétences qu'on nous demande de développer. Puis il y a plein de compétences et de talents qu'on laisse de côté parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de les exploiter. Mais moi, je les pousse justement à aller dans cette exploration-là pour étendre le champ des possibles. Donc il y a vraiment cette phase de visualisation et d'exploration qui est la première étape de ma méthode OSLA. D'où l'expression, je ne sais pas où je l'ai lu, tu es une activatrice du génie au féminin. Donc, aller chercher le non-non à l'intérieur de chaque exactement. personne. Les aider à les chercher, parce que comme je dis souvent, moi je ne suis pas une magicienne, donc je ne vais pas deviner ce que les femmes ont en elles. Par contre, avec ma méthode, elles vont pouvoir, aller explorer et aller trouver des choses qu'elles n'avaient peut-être pas vues et puis dépasser certaines croyances comme le syndrome de l'imposture. Comment on arrive à élaborer une telle méthode ? Alors, par un cheminement personnel déjà, parce que moi j'ai déjà traversé tout ça. Et puis dans cette méthode, moi j'ai mis toute mon expertise que j'ai acquise depuis, je travaille depuis 20 ans. Oui, à peu près, un peu plus. Mes expertises en communication, mon expertise en développement personnel et puis mon engagement aussi auprès des femmes qui ne date pas d'hier et qui fait que dans mon expérience, j'ai pu constater que de nombreuses femmes finalement se laissent embarquer parfois dans des vies qui ne sont pas les siennes alors qu'elles ont un chemin justement qui pourrait être merveilleux en activant ce fameux génie. Qu'est-ce qui bloque ? C'est la société, c'est le machisme ambiant, etc., etc. Alors il y a deux choses majeures qui bloquent, on va dire. Il y a effectivement la société, qui est aujourd'hui une société qui est dictée, dont les règles sont édictées par un système qui est patriarcal, donc qui est quand même au service des hommes. Et puis quand on parlait du gouvernement tout à l'heure, et surtout au service des hommes blancs de plus de 50 ans, si on veut préciser les choses. Donc un système patriarcal qui n'est absolument pas en faveur des femmes et qui oppresse finalement depuis l'école. Parce que quand vous observez une école, vous constatez que dans la cour de récréation, la cour est complètement occupée à 80%, on va dire, par les garçons qui jouent au ballon. Et puis les filles en sont écartées de manière naturelle, y compris par le personnel encadrant. Donc finalement, dès l'enfance, la société organise les choses de cette manière. Et donc j'en viens au deuxième point, c'est le fait que nous, les femmes, on internalise ces freins-là parce qu'on nous éduque de manière à être douce, à être conciliante, à s'occuper des autres, à pas faire trop de bruit. Une femme qui fait trop de bruit, on dit tout de suite que ça agace, alors qu'un homme qui fait trop de bruit, on dit il s'impose, il a de la personnalité, il a du charisme, voilà. Et donc les femmes ne sont pas éduquées en ce sens. Alors on a heureusement d'autres modèles comme Frédéric d'Espagne qui s'expriment et on les entend et c'est très bien. Merci Marie. On l'entend. Il faudrait beaucoup plus de femmes justement comme Frédéric qui puissent s'exprimer, Marie. Dire ce qu'elles pensent et assumer qui elles sont. Donc c'est aussi ma conviction, mon combat que je mène au sein de mon activité. Le document dont nous parlions, des portraits de femmes dont elle a extrait la tatoueuse, c'est ça. Il y a 24 portraits de femmes. C'est portraits de 24 femmes dans le magazine Ewa, c'est ça. Oui, tout à fait. 24 portraits de femmes. Et 24 femmes, pas jolies comme dans lesquelles il a fallu aller extirper leur génie.
Alors, toutes les femmes du magazine Portrait de Femme ne sont pas mes clientes, parce que ça reste le magazine des WAC. J'étais rédactrice en chef, mais ce n'est pas mon magazine. D'accord. Donc, par contre, effectivement, parmi les femmes que j'ai choisies, puisque j'avais carte blanche pour choisir les femmes qui ont fait partie de ce magazine, il y a forcément des femmes comme Jenny que j'ai voulu mettre en avant, comme des clientes que j'ai accompagnées, parce que pour moi, ce sont des femmes qui ont des trésors entre les doigts, des trésors en elles, et qui gagnent à être reconnues. Souvent, on est dans un petit territoire. Sur un petit territoire, on voit souvent les mêmes personnes. On met en lumière souvent les mêmes personnes. Et là, mon idée avec ce portrait de femme, c'était de mettre en lumière des femmes qu'on ne voit pas forcément tout le temps, ou alors qu'on connaît, mais qu'on connaît peut-être pas de cette manière-là. Je pense à Nadia Chonville, par exemple, qu'on connaît, mais qu'on connaissait peut-être pas dans les aspects qu'elle a décrits de son parcours dans le magazine. Elle est dans le magazine. Tout à Faudrait fait. que j'aille vérifier. Ah alors. oui, il faut le lire, bien sûr. Formidable, Nadia Chonville. Et formidable Comme comme je on la la connaît. Formidable comme on la connaît, mais aussi formidable trésor de richesse sur bien d'autres aspects quand on entre un petit peu dans son intimité. Ce qui est normal. C'est normal. On a toujours la femme publique et la femme privée. Et c'est l'idée du portrait de femme, d'ailleurs, c'est d'aller chercher derrière la façade et d'aller comprendre un petit peu plus ce qui motive ces femmes et ce qui fait leur singularité. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille, moi, c'est sur la singularité, l'identité des femmes, parce que tout part de là, finalement. Et donc, c'est vraiment partir de cette première étape dont je parlais tout à l'heure pour ensuite arriver à se positionner, davantage s'imposer, qu'on soit salarié, entrepreneur, artiste. C'est arriver à imposer sa voix, non pas en écrasant les autres, bien au contraire, mais en assumant son identité, sa singularité. Donc, j'ai travaillé sur un certain nombre de techniques, de prise de parole, de storytelling, justement, on en parlait tout à l'heure. Comment raconter son histoire, comment expliquer ce qu'on fait pour donner envie aux autres, soit d'acheter son produit, soit de venir vers soi, soit d'échanger, soit d'accorder la fameuse promotion qu'on demande depuis longtemps. Oui, Frédéric. Promotion méritée. Tout à fait, toujours. Et très souvent méritée, dont on recule l'échéance alors qu'on le mérite. Et là, je fais ma petite transition, je m'auto-ménage, vois-tu, sur le syndrome de l'imposture. Oui. Tu animes des ateliers apprivoisés, le syndrome de l'imposture. Et puis, attention, il y a plus de 180 femmes qui sont présentes à l'atelier. Attention. Donc, ça prouve l'importance ça prouve l'importance, l'engouement, le besoin de ces femmes. Laisse-moi le souligner. Et pendant l'atelier, donc, ces femmes peuvent mesurer. Alors, j'aimerais bien qu'on en parle, s'il te plaît, Marie. La force d'imprégnation du sentiment d'imposture, comprendre d'où vient la croyance limitante et tester un plan d'action en 6 étapes pour bannir le syndrome de l'imposture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux syndrome ? On en entend souvent parler. Oui. Alors moi je dis apprivoiser, parce que bannir, ça serait une promesse qui serait un petit peu trop forte. Par contre, apprivoiser, oui. Le syndrome de l'imposture, c'est un syndrome qui nous empêche d'agir parce qu'on ne se sent pas forcément à la hauteur. Légitime. Exactement. On est en déficit de légitimité par rapport, on parlait d'une promotion, donc par rapport à une promotion qu'on voudrait avoir, par rapport à un produit qu'on voudrait lancer, une entreprise qu'on voudrait créer, etc. Donc ce sentiment d'imposture freine dans l'action parce que finalement, on ne se sent pas légitime à le faire. Donc l'idée, c'est de travailler sur le syndrome d'imposture, alors qui concerne 70% de la population, c'est-à-dire que 70% de la population a un jour ressenti ce sentiment d'imposture. Il est prouvé que chez les femmes, il est plus présent, notamment pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure par rapport à l'éducation, à une éducation qui est encore genrée et qui fait qu'aujourd'hui, dans une salle de réunion, on parle de man interrupting, donc c'est toujours des mots anglais, désolé, mais du coup, du fait que les hommes, concrètement, dans une salle de réunion, vont souvent, au cours d'une réunion, interrompre les femmes qui s'expriment et prendre toute la place dans l'espace public, pas des etc. émetteurs et des émetteurs puissants qui vont émettre et les autres vont se taire, quoi. Alors, puissants, qui se sentent puissants. Voilà, qui se sentent puissants et qui parlent peut-être plus fort ou qui veulent écraser. Et du coup, effectivement, les femmes n'ont pas toujours la possibilité ou les techniques de parer à cette attitude souvent masculine qui peut être oppressante. Donc, ce sentiment d'imposture empêche effectivement d'avancer. Et effectivement, les étapes dans l'atelier, c'est déjà de tester. Parce qu'il y a un test que je n'ai pas créé, mais qui est utilisé justement et qui a été créé par deux femmes psychologues et qui permet justement
mesurer son degré de sentiment d'imposture, jusqu'à quel point en fait il peut nous paralyser. Donc une fois qu'on a ça, déjà on se met face à ce syndrome et puis ensuite je les aide à comprendre pourquoi elles vivent ce syndrome et à se détacher. C'est-à-dire que quand on parle de syndrome, c'est bien qu'on a un syndrome et qu'on n'est pas usurpatrice. Donc de faire la différence entre quelque chose que je traverse, un sentiment que je traverse dans certaines situations et ce que je suis réellement. Donc c'est ce travail-là qu'on fait. Et puis après, effectivement, je propose des actions clés pour pouvoir au quotidien se débarrasser de ce sentiment dans les situations en fait, où il peut nous empêcher d'avancer. Dernière question courte, parce que je crois que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était avec Business Mom. Oui. Ça n'existe plus. Mais ça existe toujours, bien sûr. Business Mom, c'est un réseau donc, professionnel de mamans entrepreneurs qui existe depuis 8 ans. Ouais. Et qui existe toujours, oui, Business Mom. Et c'est ce qui, moi aussi, m'a permis de renforcer mon engagement et de vraiment prendre part pleinement à ce combat, on va dire, en tout cas, auprès des femmes, puisque au sein de l'association, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui traversaient ces situations-là. On va certainement reparler après la pause musicale. Lors du mini-débat. C'est parce que c'est l'heure de notre pause musicale. Malia a choisi Where You Really... Dit en anglais, from. Where are you really là, on from? sortit, quoi, en fait. C'est ça. C'est ça. Ah ben oui, mais chacun sa langue. Moi, je suis plus à l'aise. D'où viens-tu? Avec Naïka. Alors, c'est une chanteuse haïtiano-américaine qui est née à Miami et qui vit, j'ouvre les guillemets, dans un univers transfrontalier et interculturel. Pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Quand j'ai reçu la question, j'ai découvert, grâce à Fanny Marceau d'ailleurs, qu'il avait posté en story, ce morceau-là. Je connaissais déjà Naïka, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Et ce morceau m'a vraiment touchée parce que Naïka est métisse. Et justement, la chanson raconte qu'on lui pose la question « D'où viens-tu ?» Et quand elle est haïtienne, on lui demande « Mais d'où viens-tu vraiment ?» Et elle explique qu'en fait, elle se sent citoyenne du monde. Et d'ailleurs, dans ses chansons, elle mélange l'anglais, le créole et le français. Donc, elle a ce côté effectivement transculturel, citoyenne du monde, mais qui met en avant quand même toutes ces cultures, parce qu'elle a plusieurs cultures. Comme elle est haïtienne, nous on est martiniquaise, nous aussi on a une multiplicité de cultures. On est caribéens. Ça me rappelle quelque chose. Where are you really from? On écoute Naïka. Vous êtes sur Radio Imagine. They tell me that I don't look like I'm Haitian. I sin and get my reno. I finally found my peace and I'm done getting sentimental. To this, to that, not enough this, prove that. Lord knows you get used to switching chords or tell me where you from. Where you really, really from? Citoyenne du monde, child of the world, dans ce grand mélange, where do I belong? Got my roots from Haiti to Madagascar, TCK raised in Africa, French vanille avec la voix de miel, find me mixing my ugali with poisson gossel, I tell them I got layers, you got layers, we got layers. They tell me that I don't look like I'm Haitian, I sin and get my reno, I finally found my peace and I'm done getting sentimental. To this, to that, not enough this, prove that, Lord knows. You get used to switching chords or tell me where you from. Where you really, really from? Citoyenne du monde, child of the world, dans ce grand mélange, where do I belong? Got my roots from Haiti to Madagascar, TCK raised in Africa, French vanille avec la voix de miel, find me mixing my ugali with poisson gossel, I tell them I got layers, you got layers, we got layers. Tell me that I don't look like I'm Haitian. I sin and get my reno. I finally found my peace and I'm done getting sentimental. To this, to that, not enough this, prove that. Lord knows you get used to switching chords or tell me where you from. Where you really, really from? Citoyenne du monde, child of the world, dans ce grand mélange, where do I belong? Got my roots from Haiti to Madagascar, TCK raised in Africa, French vanille avec la voix de miel, find me mixing my ugali with poisson gossel, I tell them I got layers, you got layers, we got layers. Tell me that I don't look like I'm Haitian. I sin and get my reno. I finally found my peace and I'm done getting sentimental. To this, to that, not enough this, prove that. Lord knows you get used to switching chords or tell me where you from. Where you really, really from? Citoyenne du monde, child of the world, dans ce grand mélange, where do I belong? Got my roots from Haiti to Madagascar, TCK raised in Africa,
French vanille avec la voix de miel. Find me mixing my ugali with poisson gosel. I tell them I got layers, you got layers, we got layers. En tout cas, merci de ce choix. 3 aussi citoyennes du monde. Très bon choix. Comme Naïka, elle le Comme dit elle d'ailleurs. dit, oui, ces paroles m'ont vraiment touchée. Et effectivement, je pense que, comme beaucoup de Caribéens, nous sommes citoyens et citoyennes du monde parce que nous sommes tous et toutes métisses et qu'on est amenés aussi à partir quand même beaucoup de notre île. Donc oui, je pense qu'on est citoyens et citoyennes du monde. Il faut mettre ça dans certaines têtes. Mais peut-être, et comme dirait mon père, tête dit génie. C'est la tête dure que j'ai, c'est pas le génie. L'heure de notre mini-débat, la question du jour. Quelle place pour les femmes dans le développement économique de la Martinique? Cette question m'est venue car j'ai l'impression que partout où se pose mon regard, je vois des femmes. Non, ce n'est pas une obsession, ne vous inquiétez pas. Au MEDEF, il y a une femme. Au port, il y a une femme. À la SAMAC, il y a une femme. Dans les entreprises, je ne vais pas toutes les énumérer. Au recrutement, il y a une femme. Dans les hôtels, il y a des femmes. En fait, pour simplifier, les patrons sont maintenant des patronnes. C'est une tendance passagère, Frédéric, ou c'est une véritable prise de pouvoir? Vous êtes bien optimiste, cher Serge. Et je vais rebondir sur la semaine de l'égalité entrepreneuriale que Marie évoquait également, en s'interrogeant sur comment parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'entrepreneuriat. C'est la question posée, on va dire, annuellement par la préfecture et la collectivité territoriale de Martinique, et à raison, lors de la semaine de l'égalité entrepreneuriale. Et parmi les réponses apportées aux participantes de la semaine, Marie nous indique que les clés pour dépasser le sentiment d'imposture qui touche 70% de la population et davantage les femmes expliqueraient peut-être ce désavantage, finalement, cette place des femmes moindre. C'est ce que tu nous expliques, Marie, et ce que je partage. En tout cas, en état des lieux, le taux de création d'entreprises par les femmes est en constante augmentation. Et atteste de leur non, il y a bien évidemment une tendance positive et encourageante, témoigne de leur volonté de participer activement à notre économie locale. Et je ne peux m'empêcher de rappeler que très grand rôle est joué dans l'économie informelle, puisque les femmes participent à des activités économiques souvent essentielles pour les communautés, comme les marchés, les services de proximité, et sont un petit peu aujourd'hui informelles, donc plutôt discrète. Mais des associations et des réseaux comme le réseau Lila, Business Mam, Femmes 3000 Martinique, etc. Offrent, je ne cite que quelques-unes, sans parler des Inner Wheel aussi, il y a des vraies communautés, des vraies coopérations, offrent des formations en gestion, leadership, digitalisation pour encourager les femmes à entreprendre, des programmes spécifiques pour les femmes entrepreneurs, notamment par la BPI, la Banque publique d'investissement, et les microcrédits, tâchent d'émerger, commencent à émerger pour répondre aux besoins locaux, et enfin, les réseaux féminins qui créent des espaces d'échange et de mentorat, la mise en place de quotas ou d'incitations pour favoriser la présence féminine dans certaines entreprises, et sans parler des campagnes locales qui visent à mettre fin aux stéréotypes dans tous les secteurs économiques. Tout ceci est assez encourageant. En tant qu'entrepreneur, tu vois la situation comment? Alors oui, comme vous le disiez tous les deux, les femmes prennent de plus en plus de place dans l'entrepreneuriat. On est d'ailleurs dans les territoires ultramarins champion au niveau des chiffres, des proportions, des créations d'entreprises par les femmes. On est à 37% d'entreprises créées par des femmes en Martinique, par exemple. Donc c'est un très bon taux, même si on pourrait bien sûr aller plus loin. Il y a une 32%, je crois, d'entreprises créées aujourd'hui en Martinique et qui sont dirigées par des femmes. Souvent dans des secteurs d'activité, de services aux particuliers ou à la personne. Donc c'est vrai qu'on a une concentration, on va dire, des femmes dans certains secteurs d'activité. Donc, Frédéric parlait d'économie informelle, et on a une culture aux Antilles et en Martinique d'entrepreneur finalement quand on est une femme, parce que forcément on mène un business quelque part, peut-être parfois à côté d'ailleurs de son activité. Donc il y a cet esprit en fait entrepreneurial qu'on a ici, que les femmes ont en Martinique, mais effectivement on a des situations qui complexifient considérablement les choses, comme la monoparentalité, parce que là aussi on est champion en termes de famille monoparentale, avec à la tête du foyer une femme. Donc là ce sont des situations qui ne facilitent pas
l'accès à l'entrepreneuriat, parce que quand on se retrouve seul avec des enfants à charge, c'est assez compliqué. Ça on fait peut être 3 journées isolé. de travail, ça. Voilà, c'est ça, ça fait 3 journées de Ça fait travail, 3 peu journées de d'aide, travail, et donc ça crée des difficultés. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, 80% des tâches domestiques sont encore effectuées par les femmes. Donc forcément, quand on veut créer un business, c'est plus compliqué quand on est une femme. Donc, il y a le syndrome de l'imposture et les croyances limitantes qui peuvent nous freiner. Mais il y a aussi tout ce système et cette société qui n'est pas fait pour la vie familiale. Et comme à aujourd'hui encore, la vie familiale est beaucoup assumée par les mamans, forcément, ça crée un frein structurel, quelque part sur lequel il faudrait vraiment travailler. Donc, il y a effectivement beaucoup de dispositifs qui ont été créés, et c'est très positif, de dispositifs de création. Ce qui manque, à mon avis, c'est les dispositifs de pérennisation et d'accompagnement au développement. Mais c'est le cas, en fait, pour toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aide à la création, c'est très bien. Mais au-delà de 3 ans, au-delà de 5 ans, il faut pouvoir aussi accompagner les entreprises à pérenniser, à diversifier, à pivoter, etc., pour survivre. À se renouveler, quoi, en quelque sorte. Oui, à se renouveler, parce qu'une entreprise doit se renouveler pour se développer. Et c'est vrai que souvent les entreprises ferment après 3 ou 5 ans, et parce que ces caps sont difficiles à passer. Et est-ce que le système dans lequel nous vivons ne freine pas encore davantage? Je m'explique, je lisais, je ne sais pas où, peu importe, je ne sais plus dans quel pays, les horaires n'avaient presque plus d'importance dans certaines entreprises, notamment une entreprise qui était dirigée par une femme. C'est-à-dire, il y a une tâche à faire. Dès qu'elle est faite, peu importe que tu aies travaillé 1 heure ou 25 heures, il faut qu'elle soit faite. Ce qui change la vie d'une femme dans une telle entreprise. Oui, c'est une logique de résultat. J'ai eu la chance d'interviewer... Est-ce qu'en Martinique, que ça émerge? Oui, justement, j'allais donner l'exemple de Stéphanie Rossignol à la tête de la holding Drôle de Dame que j'ai interviewée il y a quelques mois et qui justement a ce management-là de dire qu'elle s'adapte à la réalité de ses employés, qui sont en l'occurrence des femmes. Donc l'idée, c'est d'avoir un management qui est bienveillant et qui permette aux femmes d'être des mamans, d'être des femmes, d'avoir toutes leurs identités, de pouvoir exprimer toutes leurs identités et finalement de se concentrer sur simplement les résultats de leur travail et pas forcément des horaires, du présentéisme qui, on le sait aujourd'hui, ne donne pas beaucoup de résultats. Mais on a une culture très très forte du présentéisme et ça n'aide absolument pas effectivement les femmes. Qui découle du patriarcat. Tout à fait. Tout à fait. Puis je suis le patron, je vérifie, je contrôle, je compte ton nombre d'heures, etc. Qui est une tradition très française aussi, oui. voire plus que française, méditerranéenne, alors qu'on a un versant anglo-saxon qui est beaucoup plus tourné autour du télétravail, de l'autonomie et de l'efficacité des tâches aussi. Il y a vraiment la culture de l'efficience culture que nous Français nous pourrions très bien prouver, hein, mais comme tu dis, il y a la culture méditerranéenne et sans doute patriarcale qui fait que les objectifs sont un peu biaisés. Je pousse un peu le bouchon. Est-ce que l'homme, de façon globale, l'homme ne voit pas de mauvais œil la montée des femmes dans le tissu économique martiniquais? Je pose la question. Alors, je suppose que ça dépend des hommes. Moi, je ne suis pas forcément pour... je parle d'un système patriarcal, mais au sein du système patriarcal, il y a des hommes qui vont le soutenir, l'encourager, parce que forcément, c'est tentant d'entretenir ses privilèges. Et puis, il y en a d'autres, une minorité, effectivement, mais qui se rendent compte quand même que le système ne fonctionne pas bien de cette manière-là. Donc oui, je pense qu'un certain nombre d'hommes qui considèrent cette montée en puissance, on va dire, du féminin en général, hein, parce qu'il y a le monde économique, mais on parlait de musique tout à l'heure, il y a aussi le monde artistique, enfin, il y a toutes les sphères de la société dans lesquelles les femmes s'expriment de plus en plus. Et oui, il y a un certain nombre d'hommes qui sont effrayés parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur place, perdre leurs privilèges, acquis comme ils l'ont acquis souvent par l'oppression. Frédéric. Je suis tout à fait d'accord avec Marie et je voudrais ajouter, là, j'assume ce que je dis, il y a aussi le rapport femme à femme, hein. Parce que je connais des femmes qui sont énormément dans l'entraide, dans la construction, etc. Comme je connais des femmes qui sont aussi dans leur rapport quand une femme réussit, exactement, qui sont d'autant plus jalouses que ça, puisqu'elles ne comprennent pas pourquoi elle et pas moi. Donc il y a aussi ce rapport-là sur lequel il faut travailler. Et loin de les blâmer,
blâmer ou quoi que ce soit. Il faut aussi pouvoir les accompagner parce que je crois, et c'est Simone de Beauvoir qui le disait dans le deuxième sexe, elle disait si le deuxième sexe, c'est-à-dire le sexe féminin, est si faible, c'est parce que le sexe masculin est solidaire et le sexe féminin a une tendance à se polariser autour du sexe masculin et donc être dans la rivalité. Et c'est vrai que ce sont deux paradigmes complètement différents. Et là, on voit une émergence. Quand j'entends féminisme, moi, je n'entends pas réussite de femmes. Les réussites de femmes, on en a vu. Enfin, je ne dis pas qu'elles sont aussi nombreuses qu'elles devraient l'être, mais on les voit, les réussites de femmes. Mais il faut des réussites autour des femmes, que les femmes ensemble réussissent. Et c'est vrai que le Business Mam ou comme ceux que tu as cofondé avec ta top équipe et tout ce qu'on peut voir, ça contribue à l'image, tu vois, un peu Sex and the City, les filles ensemble, d'accord, les hommes nous larguent, on largue les hommes, mais nous on reste copines. Enfin, tu vois, il y a toute cette mentalité, mine de rien, c'est révolutionnaire. Hein. C'est ça la révolution entre femmes, c'est ça aussi. Hein. C'est vraiment ça, hein, parce que le caractère le caractère rival, le caractère de division de la femme, enfin en tout cas des quelques dernières décennies, c'est quelque chose aussi qui a pu contribuer à ralentir le féminisme. Je l'assume. Hein. Oui, mais pour moi, cette rivalité féminine, justement, elle est créée par le système patriarcal. Absolument. Parce que justement, les hommes ont organisé les choses de manière à envoyer comme information et comme message aux femmes, ce sera la meilleure que je choisirais de mettre en lumière, que je choisirais de mettre à mes côtés. Et souvent, du coup, des femmes ont adopté des codes masculins pour arriver à gravir les échelons. Et donc, c'est un piège, effectivement, dans lequel on peut la femme tomber. est Blanche Colombe pour toi? Elle n'est pas Blanche Colombe, mais hommes et femmes sont pris dans un système. Voilà. Qu'il faut remettre en question, et forcément ça passe aussi par une remise en question des hommes et de leurs privilèges. Et je dirais aussi que le rôle de la mère, excuse-moi, parce que je suis intarissable sur ce sujet, tu as raison de parler de cette systémique, je te rejoins, et il y a aussi le rôle aussi matriarcal. Hein. La mère a un très grand rôle dans sa sublimation des fils, et de dire aux filles, tu dois te débrouiller, donc tu dois faire tout ce qu'il faut à la maison. Même à la maison, ça commence à se jouer, et j'ai remarqué que les sociétés extrêmement matriarcales peuvent être également extrêmement et souvent très machistes. Et c'est la mère la belle-mère, hein, la fameuse belle-mère, qui en est la garante. Oui, je fais mon coming out de conviction homme-femme, et je crois que les mères ont un rôle à jouer dans tout cela. Oui, tout à fait, parce que dans notre société martiniquaise, c'est une société matrifocale avec donc cette surpuissance, on va dire, de la mère au sein du foyer, comme tu le dis. Mais au final, pour moi, c'est un héritage. C'est-à-dire que pourquoi elles ont mis en avant les garçons, c'est parce qu'elles avaient avantage à mettre en avant les garçons. Elles étaient aussi prises dans ce système. Et aujourd'hui, effectivement, charge à nous, femmes d'une nouvelle génération, n'est-ce pas, et à celles qui viennent après nous, d'éduquer nos filles, mais surtout nos fils. Moi, j'ai un garçon et une fille. Et j'éduque aussi mon fils à être féministe, c'est-à-dire à croire en l'égalité femmes-hommes. Et ça n'est pas si simple alors qu'il a 14 ans, mais il est lui-même pris dans son environnement de collégien, etc., où l'éducation genrée et les opinions genrées sont encore très, très présentes. Oui, je voulais rebondir. Il n'y a pas que dans le système économique. Il y a eu une loi en France où on impose que dans les listes aux élections, qu'il y ait une parité homme-femme. C'était un gros piège. Les hommes ont donné un gros piège envers les femmes. Pourquoi je dis un gros piège? Parce que les têtes de liste, il n'y a aucune obligation que ce soit une femme. Aux élections des députés ou des sénateurs ou de président de la République, il n'y a aucune obligation pour les partis politiques qui existe une parité sous les candidats à la députation. Donc j'avais déjà dit à l'époque que c'était un gros piège et que je ne comptais pas, mais je maintiens que c'est un gros piège. Donc est-ce que dans l'économie, c'est pas cette même ce faux semblant, en quelque sorte? C'est-à-dire qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, en Martinique, par exemple, il y a 52% des femmes qui sont cadres, donc plus que les hommes. Donc ça, c'est très positif, donc très représenté notamment dans la fonction publique, mais aussi dans les professions libérales. Mais par contre, quand on va à la tête des entreprises, les patrons sont des patrons, donc des hommes. Donc un petit peu, comme tu le dis, sur finalement les têtes de parti qui restent des hommes. Donc finalement, les hommes gardent le pouvoir. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes étendent
leur zone de puissance, mais pas encore suffisamment pour être égales des hommes au poste de décision, de direction et au poste clé de politique. Peut-être qu'un jour, on aura une femme présidente. En France, Aux États-Unis, ils ont refusé. Aux États-Unis, ils ont refusé. Pour le moment. Oui, pour le moment. Oui, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit ça. On l'avait dit pour Hillary Clinton pour le moment. Là, on le dit ça encore. prend beaucoup de temps. À mon sens, beaucoup trop. Mais c'est vrai que l'évolution des mentalités est très lente et très longue parce que les résistances sont fortes. On a quand même la moitié de la population qui domine et qui fait en sorte de garder son pouvoir. Donc, le combat n'est pas simple. En tout cas, je le dis officiellement, je vous souhaite à toutes les deux que vous gagniez le combat. Je ne serai pas là pour voir ça, mais bon, c'est pas grave. Mais si tu Peut-être seras que là. Je ne serai pas là. Je ne vais pas comprendre. Je ne vais pas comprendre. En tout cas, vraiment, rapidement, optimiste sur l'économie de la Martinique avec les femmes, optimiste. Oui, optimisme. Je trouve que les chiffres sont encourageants. Comme tu le disais, il y a de plus en plus de réseaux de femmes. La sororité qui est toujours pas reconnue dans le logiciel Google, ça paraît toujours comme une faute, la sororité, alors que c'est un mot qui existait en même temps que la fraternité. Donc voilà, petite anecdote au passage. La sororité existe et la sororité est puissante. Donc clairement, ensemble, on va plus loin. Ce n'est pas de moi, mais c'est clairement vrai. Mais c'est vrai. Ensemble, on va plus loin et je pense que les femmes démontrent qu'ensemble, elles vont plus loin. Voilà, je ne dis rien derrière, comme ça, vous allez retenir ça. Dans les minutes qui nous restent, on vous offre chaque fois une page de libre opinion. Chacun d'entre nous donne une recommandation, dit ce qu'il veut, sauf l'incitation au meurtre, au crime, etc., etc. On commence avec Frédéric, elle a toujours des coups de cœur, cette dame. Oui, parce que j'ai du cœur, Dès c'est qu'elle pour parle pas du ça. centre-ville de Fort-de-France, c'est un coup de cœur. Oui, alors ce matin, ou plutôt Jeudi matin. Jeudi matin. C'est vrai que cette semaine a été extrêmement houleuse. Nous avons eu, je vous l'ai dit au début de l'émission, que nous avions cette réunion MEDEF Tourisme, consacrée notamment au tourisme. Et Patrice Fabre est le président de la commission tourisme du MEDEF, qui est MEDEF présidé par Catherine Rodap, je le rappelle. Et ce matin, j'ai pu assister à un cri du cœur de Patrice Fabre, qui est, je le rappelle, le président du groupe GFD, du groupe des hôtels Caribéa. Et Patrice Fabre a exprimé son besoin de mieux communiquer avec les organes politiques tels que le Comité martiniquais du tourisme dans ces temps de crise, dans ces temps de violence urbaine, d'incertitude. Ce à quoi le Comité martiniquais du tourisme a répondu que la communication de ces derniers mois aurait été très compliquée, puisque trop communiquer ou même communiquer un peu aurait pu générer une crise sociale identitaire autour du tourisme. Alors, mon propos n'est pas de donner raison aux uns ou aux autres. Mon propos est de dire que ce cri du cœur de Patrice Fabre, qui a été compris par le politique, puisque Alexandre Ventadour y a très bien réagi, par un propos que je trouve très, très percutant, très pertinent, de dire que aujourd'hui le politique et l'économique dans le tourisme ne peuvent plus se passer de marcher main dans la main. Et je voulais le dire. Donc, un cri du cœur finalement entraîne très souvent de la sincérité et des options pour pouvoir avancer ensemble. Ah ben, j'aime bien dire quand j'ai raison, donc on n'a pas besoin de dire vivons ensemble, marchons ensemble, on n'a qu'à travailler, comme ça on va travailler ensemble, c'est beaucoup plus simple que de dire de vivre ensemble. C'est vrai. Marie, Alors, mon coup de cœur, moi, c'est une artiste qui s'appelle Cindy Monouchi et dont l'univers s'appelle Did You Love, qu'on peut retrouver sur Instagram. Donc, c'est une artiste qui transmet à travers ses dessins une certaine idée de la féminité. Donc, c'est drôle, c'est tendre, c'est parfois percutant et elle a eu la chance, enfin, elle a eu l'opportunité plutôt, c'est une femme talentueuse, de collaborer avec l'association Amazon et Kiabi pendant le mois d'octobre, pour Octobre Rose, et de créer des t-shirts
pour inciter les femmes à faire de l'autopalpation pour détecter d'éventuelles grosseurs au niveau de leur poitrine, donc et d'aller donc du coup se faire ausculter. Donc on les retrouve sur Instagram, c'est Did You Love. Donc elle a un univers qui va vraiment toucher, je pense, beaucoup de femmes et qui peut aussi intéresser certains hommes qui s'intéressent aux questions féminines. Donc c'est très drôle et touchant. Beaucoup de cœur. Alors moi, je voudrais saluer une prouesse technique de la société DMSL. C'est une société martiniquaise dirigée par M. David Moutoussamy et qui est chargée d'acheminer par voie terrestre 6 éoliennes de 4 MW entre Fort-de-France et Macouba. Pendant 3 mois, 54 composants des éoliennes, des sections de mâts, des nacelles, des moyeux seront transportés par la route entre 21h et 4h du matin. Les pales qui font 66 mètres seront, elles, transportées par voie maritime entre Fort-de-France et le Macouba. Ah oui, vous dites, mais pourquoi il parle de ça ? Il faut préciser que ce parc éolien, au 2e semestre 2025, produira quelque chose comme 100 gigawattheures. 100 gigawattheures, ça veut dire 100 millions de kilowattheures. Et 100 millions de kilowattheures, c'est l'équivalent de la consommation de 28 000 foyers martiniquais et permettra la réduction des émissions de CO2 de 80 000 tonnes. Extraordinaire. 80 000 tonnes, c'est à peu près le tiers de ce que nos petites voitures chéries produisent chaque année. Des chiffres, je pense, qui devraient calmer les grincheux, parce qu'il y a des grincheux qui ne veulent pas que les camions prennent la route. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, mais si route l'a cassé, il fait, voilà. En tout cas, bravo, monsieur Moutoussamy, et puis bravo à la CTM. Pouvoir aux hommes. Allez, il me reste quelques secondes. Pour conclure. Pour conclure, un message pour ceux qui souffrent. Le gouvernement a mis en place un dispositif, Mon soutien psy, pour ceux qui souffrent de troubles anxieux, de troubles dépressifs, de troubles du comportement alimentaire, etc. Il faut passer par le médecin traitant qui donne un courrier et puis on peut aller chez le psy et on peut bénéficier de 12 séances remboursées par an. Et ces jours-ci, il y a des clients. Alors, c'est pour les femmes comme pour les hommes, d'ailleurs. Ah oui, c'est pour tout le monde. Pour les femmes comme pour les hommes. Voilà, j'ai fait mon mec là, j'ai fait 2 trucs. Mais non, c'est pour tout le monde, les éoliennes et les psys. C'est pour les femmes comme les hommes. Merci Marie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci infiniment Marie. Vraiment, tu nous as honorés de ta présence et de ton charisme. Et de son optimisme et de son dynamisme. Oui. Ouh là là, je vais pas citer toutes ses qualités. Madame, monsieur, c'était Madame Marie Osier-Lafontaine. J'étais avec Frédéric d'Espagne. Rediffusion demain dimanche et demain dimanche, le dimanche soir. T42. T42, l'émission musicale que j'ai le plaisir de vous présenter le dimanche soir. Je sais, vous appréciez. Oui, j'ai hâte de dimanche soir, Serge. T42, un titre, 2 interprètes. La musique est universelle, la musique est belle. Sur Radio Imagine, tous les dimanches à 20h, retrouvez Serge Tali dans T42, l'émission sans frontières. Je revois la ville en face. T42, une autre façon d'écouter la musique que vous aimez. T42, à dimanche soir. Imagine l'actu, c'est l'actualité expliquée par nos invités avec Frédéric d'Espagne et Serge Tali. Tous les samedis et dimanches à midi, Imagine l'actu fait le point, ouvre la réflexion sans tabou, mais avec respect. Imagine l'actu, l'autre voix de la bande FM avec Frédéric d'Espagne et Serge Tali, votre nouveau rendez-vous incontournable.